Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, on va parler du jeûne intermittent. Tu en as déjà peut-être entendu parler. C'est une méthode qui est dit miracle pour perdre du gras, mais surtout le gras recalcitrant. Et très souvent chez les hommes, ça se situe au niveau du bas du ventre et chez les femmes au niveau des cuisses et des fesses. Mais qu'en est-il de la réalité? Est-ce que le jeûne intermittent est-il si efficace que ça? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et pour rester concret, je vais m'appuyer sur 6 études scientifiques qui vont démontrer et justifier tous mes propos. On va aussi avoir un raisonnement physiologique pour comprendre le mécanisme du jeûne intermittent pour savoir si ça fonctionne vraiment ou pas. C'est parti. Mais avant de rentrer dans les détails, laisse-moi t'exposer quelque chose de concret, une méta-analyse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une grosse analyse qui va regrouper plusieurs études scientifiques et pour notre cas particulier ici, il y en a 28. T'imagines? 28 études scientifiques qui vont justifier si la méthode du jeûne intermittent est plus efficace qu'une diète hypocalorique simple, à calories égales bien sûr, parce que sinon, il n'y a pas moyen de vérifier ça. Ils ont analysé 3 points pour vérifier l'efficacité des deux approches. Alors le premier point, forcément, ils vont analyser le poids. Le deuxième point, ils vont vérifier le taux de masse grasse. Et le troisième point, ils vont vérifier également le taux de masse maigre. Ça, c'est important pour vérifier si tu as perdu du muscle ou pas. Et donc alors, qu'est-ce qu'ils en ont conclu? Eh bien, le premier point, la perte de poids était identique, mais là, encore une fois, ça ne me surprend pas tant que ça, parce qu'ils ont créé un déficit calorique à calories égales. Donc pour moi, c'est pas si surprenant que ça. Par contre, là où ça va être complètement différent, c'est qu'ils ont constaté que le taux de masse grasse n'était pas du tout le même en fonction de si les gens avaient fait un jeûne intermittent ou s'ils avaient fait tout simplement une diète hypocalorique classique. Tout ce que je te raconte là par rapport à la perte de masse grasse plus importante lors d'un jeûne intermittent, eh ben, le nutritionniste Jean-Michel Cohen l'affirme aussi en s'appuyant sur des études scientifiques que le jeûne intermittent de 16 heures serait plus efficace par exemple que le jeûne intermittent de 24 heures à calories égales. On constate qu'une abstinence alimentaire de 16 à 20 heures, soit 16 heures, soit 20 heures, est plus performante qu'une abstinence alimentaire de 24 heures, provoque une réduction de la masse grasse. C'est 16 heures et 20 heures qui étaient les résultats les plus efficaces. Alors, première constatation, d'abord, ça s'est fait à calories égales. Ça veut dire que quel que soit le jeûne qui a été utilisé, c'était le même nombre de calories absorbées. Ça, c'est un truc de fou. Ça veut dire que, au final, ça remet en question le point de vue juste calorique pour perdre du poids. Tu comprends? Il y a des gens qui vont te dire « Ouais, mais pour perdre du gras, il ne faut pas se prendre la tête, il suffit de manger moins et on s'arrête là. » Et bien là, cette approche-là prouve le contraire. Tu peux surperformer ce déficit calorique pour perdre encore plus de gras avec des méthodes comme le jeûne intermittent. On va essayer de comprendre de manière détaillée les mécanismes de ton corps lorsque tu jeûnes. Dans mes recherches, d'un point de vue physiologique, j'ai pu constater que le jeûne intermittent avait 2 impacts majeurs. Un impact hormonal et un impact également sur le métabolisme. Et d'après toi, est-ce que le jeûne intermittent va te permettre plutôt de diminuer le métabolisme puisque tu as une abstinence alimentaire ou est-ce qu'il va te permettre à l'inverse de l'augmenter? Je te laisse répondre à cette question. Exprime-toi dans la barre des commentaires. Et en attendant, je vais te mettre à l'aise avec un petit fond sonore le temps que tu m'écrives ton commentaire avec les meilleurs arguments possibles. Allez, petit fond sonore, je reviens vers toi pour te partager ce que j'ai appris après. Vas-y, prends ton temps, on a tout notre temps. Là, on est tranquille. Pour ceux qui n'ont aucune réponse, regardez comment on fait un Rasengan. Voilà, t'as vu ça? Trêve de conneries, je pense que tu as eu le temps d'écrire ton commentaire. Je vais te donner maintenant mon point de vue à moi par rapport aux études que j'ai pu analyser. Eh bien, figure-toi que ça augmente le métabolisme de jeûner après 24 heures juste de 3 à 10% en plus. C'est pas un truc de fou ça? Maintenant, comment expliquer ce paradoxe presque? Parce qu'on a tendance à penser que si tu manges pas, ton métabolisme a tendance à s'abaisser. Et ça, c'est vrai seulement après 4 jours de jeûne, d'accord? Mais pendant la première journée de jeûne, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Tu vas sécréter beaucoup plus de catécholamines et dans les catécholamines, tu vas retrouver la fameuse noradrénaline. Et ça a été démontré dans ces études-là qu'il y aurait une corrélation étroite entre la production haute de noradrénaline et l'augmentation du métabolisme. Voilà l'explication physiologique. Mais on ne s'arrête pas là, c'est pas le seul impact hormonal, c'est ça qui est ouf. En tout, il y a 4 impacts hormonaux. Le premier, je viens de te le dire, c'est la noradrénaline. Et pour ton information, la noradrénaline, elle est sécrétée par les glandes surrénales qui se trouvent juste au-dessus de tes reins. Tu vois, en fait, les glandes surrénales, ça fait une espèce de chapeau sur les reins. Le deuxième impact hormonal très important, c'est une production plus importante d'hormones de croissance
lorsque tu pratiques le jeûne intermittent. Et pour ton information, pour ta culture générale, l'hormone de croissance, elle est sécrétée à partir d'une glande que tu trouves dans le cerveau qu'on appelle l'hypophyse. Le troisième impact hormonal, c'est que tu vas sécréter beaucoup moins d'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est sécrétée par ton pancréas. Et voilà, on va voir en détail qu'est-ce que ça fait de sécréter beaucoup moins d'insuline dans la suite de la vidéo. Le quatrième impact hormonal, tu vas sécréter beaucoup plus de glucagon et tu vas vite t'apercevoir qu'il s'agit tout simplement de l'opposé de l'insuline et on va vite comprendre en quoi ça va te permettre de brûler plus de gras. On va étudier les hormones un par un et comme ça tu vas comprendre ton corps mais vraiment de A à Z et ça va te permettre de rester motivé parce qu'il n'y a rien de plus démotivant que de suivre une diète sans comprendre l'intérêt de ce que tu fais. On va commencer par la noradrénaline. Alors, tu le sais déjà, elle augmente le métabolisme par le fonctionnement que je t'ai expliqué il y a 1 minute, mais elle ne va pas faire que ça. La noradrénaline, elle est indispensable pour pouvoir déloger tes graisses récalcitrantes. Tu le savais ça? En fait, je l'ai expliqué déjà en grande partie dans une vidéo comment perdre le gras du bas du ventre. Je t'invite à regarder cette vidéo ici tout à l'heure. J'aimerais que tu restes concentré d'abord avec moi parce que ça reste un sujet assez complexe. Donc, tends bien tes oreilles. Il y a un principe de base qu'il faut absolument que tu comprennes avant de regarder la suite de cette vidéo. Pour qu'une cellule graisseuse puisse déstocker du gras, tout n'est une question d'abord de récepteurs, les récepteurs qui sont situés sur sa membrane graisseuse. En fait, tu vas avoir 2 types de récepteurs. Des bons récepteurs qui vont activer la lipolyse, donc la libération d'acides gras. C'est comme ça que tu vas pouvoir déloger du gras. Et tu as des mauvais récepteurs. Évidemment, le bien et le mal, c'est bien connu. Les mauvais récepteurs vont inhiber à l'inverse la lipolyse et on va chercher des moyens pour essayer d'inhiber ces récepteurs et d'activer que les bons récepteurs. Qu'ils soient bons ou mauvais, ils ne s'activent qu'avec de la noradrénaline. Donc, si tu n'as pas de noradrénaline, un peu comme la clé de la serrure, tu ne peux pas activer ces 2 récepteurs. C'est pour ça que ces récepteurs ils sont dits adrénogènes. Tu comprends donc facilement par là que pour déloger du gras, il faut donc activer les bons récepteurs et inhiber les mauvais récepteurs. D'accord? Le problème c'est quoi? C'est que les graisses récalcitrantes, de base, elles sont récalcitrantes, donc difficiles à déloger parce qu'elles possèdent naturellement beaucoup plus de mauvais récepteurs que de bons récepteurs. Donc il faut trouver un moyen avec l'alimentation pour inhiber les mauvais récepteurs et trouver un moyen via le sport, tu vas vite comprendre comment, pour activer les bons récepteurs. Qu'est-ce qui va te permettre de sécréter beaucoup de noradrénaline à ton avis? Ce sont les exercices qui sont intense, exactement. En faisant des exercices comme le HIIT, par exemple le High Intensity Interval Training ou la musculation, tu vas donc à haute intensité, tu vas donc permettre de pouvoir produire cette noradrénaline. Ce qui veut dire que, comme je l'ai expliqué dans une ancienne vidéo, eh bien, le petit coup du pédalo, tu vois, avec le petit journal en main pour faire du sport à la salle, ça ne marche pas beaucoup, ça, hein, pour perdre du gras récalcitrant. C'est pas ça qu'il faut faire. On sait maintenant comment activer les bons récepteurs. Comment faire pour inhiber maintenant les mauvais récepteurs? Eh bien, il y a 2 solutions. Avoir soit un régime hypoglucidique, donc un régime pauvre en glucides. Et j'ai envie de te dire, écoute, quand tu fais un jeûne intermittent, tu ne manges pas pendant un laps de temps. Donc là-dedans, on peut dire que tu es carrément dans un régime hypoglucidique. D'accord? Le deuxième cas de figure pour inhiber les mauvais récepteurs, c'est d'être dans un régime hypocalorique. Donc de créer un déficit calorique, ce qui est le cas lorsque tu fais le jeûne intermittent. Tout ça, c'est bien beau, mais n'oublie pas la base. Pour perdre le gras recalcitrant, il faut que tu sois déjà un minimum sec. Donc perdre du gras superflu. Il faut que tu te rapproches déjà des 10% de masse grasse si tu es un mec et de 18% de masse grasse si tu es une femme. À partir de là, on peut commencer à discuter sur le fait que tu puisses taper sur les gras recalcitrants. Ce gras-là, c'est le premier à se stocker et le dernier à se déstocker. Donc c'est normal qu'il se déstocke qu'à la dernière minute. Deuxième impact hormonal, l'hormone de croissance. Alors comme son nom l'indique, elle va te permettre de croître des cellules, notamment la synthèse des protéines, ce qui va être également très important pour maintenir la masse musculaire, voire même d'en produire plus, d'accord? Et l'hormone de croissance, a également une action lipolytique, c'est-à-dire qu'elle va agir sur la mobilisation de la graisse pour les utiliser comme source d'énergie. Entre autres, elle active la lipolyse. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, que l'hormone de croissance va te permettre, dans un point de vue théorique, de construire plus de muscles et d'avoir moins de gras. Le rêve, quoi.
On a tendance à se dire que c'est souvent les débutants, tu vois, qui arrivent à prendre plus de masse musculaire et à perdre du gras en même temps. Mais cette étude scientifique que je vais te montrer maintenant, elle s'appuie déjà sur des expérimentés. Et quand je te parle de gens expérimentés, ce sont des gars qui pèsent 87-88 kg et qui portent au développé couché 110 kg. D'accord? Donc on ne peut pas dire que ce sont des débutants. Eh bien, figure-toi qu'au bout de 8 semaines, ces gars-là qui ont pratiqué le jeûne intermittent qu'on appelle également le fasting, eh ben, ils ont non seulement amélioré leur performance physique, ils ont progressé de 3,3 kg au développé couché. Tu vas me dire que c'est pas beaucoup, mais attends, figure-toi qu'ils sont partis d'une base de 110 kg quand même, et 110 kg, 3,30 kg de plus, c'est quand même pas mal. Donc non seulement ils ont gagné du muscle, mais on a constaté qu'ils ont également perdu du gras. C'est un truc de fou quand même. Ça veut dire que même pour les expérimenter, tu es capable de gagner du muscle et en même temps de perdre du gras. Contrairement à ce qu'on pourrait croire en disant que c'est juste les débutants qui arriveront à ces fins-là. Eh ben non, c'est pas vrai. Et là, il y a un paradoxe. Tu auras des gens qui vont me dire, mais c'est pas possible, Alex. Ce que tu me dis, c'est pas tenable. Il faut manger, toutes les 3 heures pour éviter le catabolisme musculaire. Tu as déjà entendu parler de ça? Ben moi aussi, sauf que c'est une hérésie. Et tu sais pourquoi? Parce que scientifiquement, ça a été démontré que ton corps ne pouvait pas absorber plus de 3 à 6 grammes de protéines par heure en provenance des aliments qui sont solides. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Par exemple, tu prends 2 blancs de poulet bien généreux, tu es à peu près à 40 grammes de protéines. D'accord? Eh bien, en fait, le temps de les digérer, ça te mettra à peu près 6 heures. Si à côté de ça, en plus, tu n'as pas mangé 2 légumes et une source grasse, ça va encore retarder encore plus l'absorption des protéines. Donc, ça peut monter jusqu'à 10 heures facilement. Donc, ça ne sert à rien, physiologiquement parlant, de vouloir consommer toutes les 3 heures des protéines de peur à être en catabolisme musculaire. Le troisième impact hormonal, l'insuline. Alors, il faut savoir que lorsque tu jeûnes, tu vas sécréter beaucoup moins d'insuline. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Il faut savoir à la base que l'insuline inhibe la lipolyse. Donc, si tu ne sécrètes pas d'insuline, tu vas faire l'effet inverse. Tu vas donc favoriser plutôt un terrain propice pour la lipolyse. Et la lipolyse, c'est la libération d'acides gras. Et là, tu as tout gagné. L'insuline est une hormone antagoniste à l'hormone de croissance. Et il y a une chose qu'il faut que tu saches. L'hormone de croissance, donc cette fameuse hormone qui te permet, tu vois, de brûler du gras, de construire du muscle, eh ben en fait, elle est sécrétée à des moments clés de la journée et notamment le soir, enfin la nuit, lorsque tu vas avoir une phase de sommeil profond. Physiologiquement parlant, il est donc intéressant d'éviter de produire un pic d'insuline à ce moment précis où tu vas produire beaucoup d'hormones de croissance pour justement optimiser sa production, d'accord? Pour pas aller à l'encontre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que le soir, avant de dormir, il vaut mieux éviter de consommer trop de glucides pour éviter de déclencher ce pic d'insuline. C'est la raison pour laquelle le soir, je te conseille de modérer tes apports en glucides ou éventuellement de les supprimer. Si tu en consommes, consomme des aliments à index glycémique bas et avec une quantité modérée. Attention à ça, hein. C'est pas parce que tu vas consommer des aliments à index glycémique bas que tu peux en consommer de manière indéfinie, hein. Et c'est pour ça que la notion de charge glycémique existe. Et si tu veux voir tout ça en détail, je l'ai très bien expliqué dans la vidéo Le pain fait-il grossir que tu pourras voir ici à la fin de cette vidéo. Après, d'un autre côté, c'est vrai que si tu consommes les glucides de manière modérée, le soir par exemple, tu peux produire une hormone, la sérotonine, et c'est une hormone de bien-être en fait. Ça va te permettre également de t'apaiser et donc favoriser dans un sens un meilleur endormissement. Maintenant, voilà, c'est une question d'équilibre, hein. Il faut juste modérer tes apports en glucides. Moi personnellement, ça fait des années que j'ai habitué mon corps comme ça, je ne consomme pas de féculents le soir. Après, tu fais comme tu le sens toi. Si tu as l'habitude de consommer des féculents le soir, consomme-en encore un petit peu, mais réduis la proportion. Et enfin, le jeûne intermittent va également produire beaucoup de glucagon. C'est une hormone en fait qui est produite au même titre que l'insuline par le pancréas et c'est tout simplement son antagoniste. Donc comme l'insuline inhibait la lipolyse, le glucagon fait l'inverse. Donc du coup active la lipolyse et là c'est le bonheur. Tu vas libérer du gras et tu vas devenir aussi sec qu'un saucisson sec. Voilà, ça c'est pour la partie théorique. En pratique, il existe 2 méthodes connues pour pratiquer le jeûne intermittent de 16 heures d'abstinence alimentaire et 8 heures où tu vas pouvoir manger. Très souvent, on te propose le plan midi 20 heures, donc tu commences ton premier repas à midi et tu finis ton dernier repas
à 20h. Un exemple, tu prends ton petit déjeuner décalé ou ton déjeuner carrément à midi, à 15h, tu prends ta collation et par exemple à 20h ou à 19h30, tu vas prendre ton dernier repas de la journée. La deuxième méthode, c'est de garder ton petit déjeuner, de garder ton déjeuner et de finir ton dernier repas aux alentours de 16h, 17h. Alors bien sûr, ça s'adapte selon ton mode de vie. À partir du moment où tu as 16 heures d'abstinence, tu peux prendre ton petit déjeuner un peu plus tard ou un peu plus tôt en conséquence. À 8h, tu prends ton petit déjeuner, à midi ou à 13h, tu vas manger ton déjeuner et à 16h, tu vas prendre ta dernière collation. Ça veut dire que tu vas pas sortir, que tu vas pas forcément voir tes potes et que tu vas pas forcément faire un repas familial le soir avec ta famille, ta copine ou je ne sais qui. Voilà. Ça a ses avantages dans un point de vue physiologique, mais également dans le côté pratique, c'est un peu plus contraignant. Du coup, moi, ce que je te propose de faire, c'est de faire le jeûne intermittent 1 à 2 fois par semaine. Le seul souci, c'est que si tu es diabétique déjà de base ou que tu as des problèmes de santé, je te conseille vivement d'en parler d'abord à ton médecin pour qu'il puisse te donner le feu vert afin de pratiquer le jeûne intermittent. Si tu vas aller plus loin pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut que tu manges pour optimiser la perte de gras, sache que je propose aussi des programmes sportifs et des programme alimentaire. T'en sauras plus sur mon site alexlevent.com. Tu auras dessus toutes les modalités et tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.